bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir, nous prenons la direction de la Norvège, puisque nous avons la chance d'avoir Heine Bakked, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, pour son roman qui s'appelle « Tu me manqueras demain », qui est sorti d'abord aux Arènes en 2019, d'où la présence d'Aurélien Masson, qui est éditeur aux Arènes. Et il est sorti le 21 octobre chez Pocket, d'où la présence d'Angélique Joyot, éditrice chez Pocket. Bonsoir Heine. Hello, hello. Comment allez-vous? I'm great. I'm having a glass of wine, some water, and ready to talk literature. Alors, si vous le voulez bien, on va donner rapidement la parole à votre éditeur Aurélien Masson, puis à Angélique Joyot, et nous, je m'attellerai à vous questionner sur votre roman. Alors Aurélien, je te laisse la parole. Eh ben alors, je vais présenter juste rapidement, pas ces livres, mais mon coup de cœur, pourquoi j'ai décidé d'éditer cet auteur. Donc, je ne suis pas un spécialiste de littérature nordique, ce n'est pas mon trait de marque, je suis plutôt dans les livres français et américains, mais j'ai parfois des gros coups de cœur pour les auteurs norvégiens. Alors, j'en avais eu un à l'époque qui s'appelait Jo Nesbø, et j'ai eu un vrai coup de cœur exactement de la même manière quand j'ai commencé à lire les romans de Heine Bakked. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans du roman noir, mais assez musclé, en même temps atmosphérique, mais assez musclé. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les romans qui se, comment dire, qui se posent, s'appuient sur des personnages hauts en couleur. Et alors là, avec Thorkild Ask, dans le genre haut en couleur, on ne peut pas faire mieux. Donc c'est un ancien flic. Donc ça tombe bien parce que je préfère les flics quand ils sont anciens que quand ils sont flics. Je suis plutôt du côté des méchants sinon. Et donc c'est un ancien flic, mais qui est qui est complètement torturé. Pardon, je continue. Hein. Il est complètement torturé par une histoire d'amour maudite, une histoire d'amour qui s'est mal passée. Et ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que vous verrez quand vous lirez les livres de Bakked, c'est qu'à la fois, il y a de l'action, il y a des morts, mais il y a une grosse nostalgie amoureuse. C'est une grosse fleur bleue, hantée par voilà, un échec amoureux. Et je dois avouer qu'à l'époque où j'ai découvert ce livre, j'étais moi-même dans un état amoureux chaotique. Et donc, je m'identifiais parfaitement à ce personnage et je trouvais qu'il en parlait parfaitement, avec justesse. Et puis, alors aussi, alors là, on va dire ce qui fait écho, c'est que Thorkild Ask a aussi une légère tendance à se défoncer la gueule. Et ça aussi, bon, ça aussi, c'est pas du tout ce que j'ai fait, mais je veux dire, ça aussi, ça a fait écho en moi. C'est-à-dire que ça donne un personnage qui est sombre, qui a ses démons. C'est pas un personnage parfait. Voilà, la perfection pour moi est souvent rédhibitoire. Et Thorkild, voilà, c'est quelqu'un de terriblement humain, quelqu'un qu'on a vraiment l'impression de pouvoir croiser. Et puis pour finir, parce que sinon je pourrais parler pendant des heures, et puis non. Personne qui va être là, machin. Pour finir aussi, ce que j'aime beaucoup dans les livres de de Heine Bakked, c'est le sens de l'espace. C'est un écrivain, donc c'est à la fois c'est très nerveux, très désespéré, des fantômes de l'amour, mais ça se passe dans des lieux, c'est extrêmement cinématique. Donc le premier là dont on parle, Tu me manqueras demain, se passe sur une île au nord de la Norvège. Et il y a plein de vagues, ça va dans tous les sens, c'est démonté, voilà, il y a un côté gothique qui me plaît beaucoup. Et dans le deuxième livre que j'ai fait, parce qu'on ne va pas parler de Pocket, non, je rigolais, c'était de l'humour. Le deuxième livre qui suivra dans je ne sais pas combien de temps, qui s'appelle Rendez-vous au paradis, ça se passe dans les montagnes. Et donc là, on n'est plus dans une île avec la mer qui est déchaînée. On est dans les montagnes avec les avalanches. Et là, pareil, la nature est plus grande que tout. Et le troisième qui sort à l'automne prochain se passe en Islande. Et alors là aussi, dans le genre cinématique,
on ne peut pas faire mieux, hein, c'est les grandes plaines et les vallées islandaises. Donc, chapeau bas à Monsieur Baquet, parce que franchement, il parle de la nature. La nature est un personnage, on va dire. Je suis d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Aurélien. Alors, Angélique, il va falloir enchaîner derrière ça très rapidement et faire mieux aussi bien qu'Aurélien. L'avantage, c'est qu'Aurélien a déjà dit l'essentiel, donc je ne vais pas faire de doublons. Non, juste pour dire que nous, on est ravis d'accueillir Heine Bakkeid au catalogue de Pocket, tellement ravis que le premier de la trilogie fait partie de la sélection Nouvelle Voix du Polar pour les auteurs étrangers. Ça a été un énorme coup de cœur pour toutes les raisons qu'a énuméré Aurélien. Et je vais juste, moi, ajouter ce qui pour moi fait la très grande originalité et la très grande force de ce livre, c'est qu'il y a l'alliage d'un propos très sombre avec, comme on l'a dit, une poésie très gothique, très dark, hantée par les grands espaces, etc. Et il y a aussi, parmi tout ce désespoir, un ton pince sans rire parfois, mais tellement désopilant, comme une espèce de touche d'humour. Totalement oublié, mais c'est vrai, on se marre. Oui. Mais oui, c'est vraiment le rire du désespoir, mais il y a aussi cette touche-là. On n'est pas du tout dans le mélo glauque, pas du tout. C'est beaucoup plus fin que ça. Et voilà, pour toutes ces raisons, c'est vraiment un très grand livre. Le deuxième est excellent aussi. Je n'ai pas encore eu la chance de lire le troisième, mais je n'en doute pas. Et voilà, on va vous laisser. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous êtes éditeur, pas pour rien. Merci beaucoup Aurélien Masson, donc aux éditions Les Arènes. Je salue parce que voilà, Heine, je le remercie. Merci d'être là. Merci de nous faire rêver. Et puis, si je m'en vais, c'est juste que je dois m'occuper de mon petit garçon qui s'appelle Iggy. Mais on t'envoie plein d'amour, Iggy et moi, de France. Et à très bientôt en vrai. Merci beaucoup Aurélien. Merci Angélique. Salut Aurélien. Bye bye. Alors, à nous deux, Heine, est-ce que vous voulez réagir à ce que vos deux éditeurs ont dit d'abord? Yeah, the first thing I want to say is. Je veux dire, c'est que j'essaye de correspondre à ces compliments que j'ai. J'essaye d'être un écrivain classique, hein, mais en même temps, quand on habite dans le nord de la Norvège, hein, la nature vous entoure et on est vraiment très conscient de celle-ci, de ces montagnes. Donc, je dirais que je ne planifie rien en tant que tel. Quand j'entends ces compliments, ça correspond en fait à ce que j'écris au livre que j'écrivais quand j'étais jeune. Et je crois que c'est des choses qui se passent de génération en génération quand on habite des endroits comme celui où je vis. Alors, avant que j'oublie, je vais rappeler quand même à nos amis lecteurs qui nous écoutent que s'ils veulent entendre la traduction simultanée, il faut aller absolument en bas sur le petit globe, cliquer dessus et se positionner sur le canal français. Voilà pour la mention technique. Alors, Heine, je crois que c'était la première fois que votre roman a été traduit en français. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir été traduit en français? D'ailleurs, une traduction de Céline Roman-Monnier, pour la citer au passage. Yeah, I love it when the book is read by so many Évidemment, j'adore quand le livre est lu par le plus de personnes possible. Et c'est intéressant en fait de mettre en avant ce qui peut se passer dans les pays. Quand j'écris un livre, en fait, je suis un peu égoïste, hein. J'écris une histoire qui me plaît. Après, les autres s'en emparent et moi, je me retire et je regarde, en fait. Je suis impliquée dans l'écriture du livre quand j'écris, mais je ne suis pas, en fait, connectée à la vie du livre après. À partir du moment
où le livre part à l'impression, quelque part, je me plonge dans le suivant. Hein. C'est deux mondes pour moi qui sont assez différents, en fait, celui de l'écriture et celui de la question, tout ce qui a à voir avec la publication. Alors, si vous me le permettez, sous votre contrôle, je vais faire un petit résumé sans trop dévoiler de choses parce que vos éditeurs ont dit beaucoup de choses. Donc, c'est le livre démarre. Nous avons, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, c'est Thorkild Ask qui vient de sortir de prison. Il pointe au chômage, sauf que lui, il est un peu particulier parce qu'il est policier et il a été radié à vie de la police. Et il était dans son rôle d'enquêteur à l'équivalent de nous en France qu'on appelle l'IGPN, qui est la police des polices. On apprend aussi, sans trop savoir pourquoi, il est suivi par un psychiatre et ce psychiatre va lui demander un service, oui, qui est un peu bizarre, mais il va lui demander de partir à la recherche du fils qui est disparu en mer d'un couple de ses amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon résumé? Yes. That is the beginning of the book. Oui, voilà, c'est le début du livre. Voilà. Je rajouterais que Thorkild est peut-être un héros anti-héros typique. Hein. C'est quelquefois difficile de lui trouver des aspects héroïques. C'est comme ça que ça commence, oui, effectivement. Et voilà, c'est cette police qui surveille la police des polices, dont le nom ne me revient pas. J'ai toujours été très intéressée par la manipulation, donc j'ai lu beaucoup de manuels de la CIA et de choses comme ça. Et voilà, et aussi il a essayé de se suicider, on va rajouter, Oui. pour donner un tableau plus complet de ce début. Alors justement, je voudrais... So it's a failure even at that. Donc, et c'est aussi quelqu'un qui a échoué, même ça. Alors justement, je voudrais qu'on vienne à ce personnage. Comment on décide de prendre comme personnage principal déjà un flic plutôt à la dérive, qui est sous antidépresseur, qui est sous anxiolytique, antidouleur, qui ne fait pas rêver en fait? Comment c'était plus facile pour vous de prendre un flic qui est rongé par ses démons plutôt qu'un flic qui est au top de sa forme et qui est brillant? Yes, there are two things. Oui, il y a deux choses en fait. D'abord, je lisais aussi beaucoup en fait des bouquins écrits par des policiers qui écrivaient sur les affaires qu'ils avaient résolues. Et voilà, j'arrive pas en fait à créer des héros comme ça. Et quand j'ai commencé à écrire en fait sur Thorkild, c'était un espèce de cercle vicieux. J'essayais de l'enlever de ma tête. Hein. J'arrivais pas non plus à dormir en fait. Et il a évolué d'une certaine façon. Et je crois que c'était aussi quelque part une espèce d'échappatoire à la vie qui était un peu difficile à ce moment-là pour moi. Et ça me permet de me découvrir moi-même aussi, hein, d'écrire. Même maintenant, en fait, je découvre, je suis en fait de manière naturelle vers où il va. Je sais pourquoi j'ai créé ce type de personnage. Je ne crois pas vraiment, comme je le disais, aux vrais héros. Hein. Et c'est en fait les défauts, les faiblesses des héros qui me fascinent. J'ai choisi un endroit où il y a 5 maisons seulement au nord de la Norvège. Et donc, dans un endroit comme ça, les gens savent tous ce que font les autres. Hein, et c'est ce genre d'endroit, en fait, aussi qui me fascine. Et donc, ça m'a intéressé de créer ce personnage qui avait tellement de défauts et tellement de faiblesses. Alors, Aurélien l'a très bien expliqué. Il y a je ne sais pas si on peut dire un deuxième tome, il y a un autre livre qui est sorti qui s'appelle Rendez-vous au paradis, il y en aura un troisième. Comment on décide, quand on commence à créer un personnage, que ce personnage sera un personnage récurrent? Vous le saviez dès le départ qu'on allait le retrouver après ou ça s'est fait comme ça au fil de l'écriture?
No, many of the characters just. Non, en fait, beaucoup des personnages, c'est un peu comme si vous aviez un acteur qui est un acteur secondaire et il est tellement formidable que vous avez envie de le connaître davantage. Donc, c'était pas un personnage tranquille auquel je pensais vraiment, mais au fur et à mesure, en fait, où j'ai commencé à écrire sur cette relation, j'ai eu envie d'en savoir davantage. Et c'est en fait le mécanisme qui se produit avec mes personnages. C'est pour ça qu'ils reviennent. Et il faut vraiment, en fait, que je fasse très attention à l'intrigue, parce que des fois, je peux écrire 70 pages et je peux avoir écrit des choses qui ne correspondent pas et donc j'ai besoin revenir en arrière. C'est vraiment, en fait, les personnages qui me donnent envie d'écrire un autre livre sur eux. Je ne crois pas vraiment qu'on peut connaître quelqu'un avec juste, en fait, une scène en particulier ou une action en particulier. Alors, votre récit est à la première personne. C'est Thorkild qui en est le narrateur. Pourquoi avoir fait ce choix? I wrote about 70 pages. Alors, j'ai écrit à peu près 70 pages à la troisième personne. Quand j'étais jeune, je préférais les histoires à la troisième personne, mais en fait, là, je n'avais pas le sentiment d'être dans la peau en fait du personnage principal, et donc j'ai recommencé parce que il a en fait ces problèmes d'ordre cérébraux, et je voulais vraiment être de son côté. Je voulais vraiment présenter le monde comme il le voyait, et dès que j'ai commencé en fait à écrire à la première personne, j'ai réalisé que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Parce qu'effectivement, la moitié de l'histoire repose vraiment sur le personnage principal, et voilà, je pense qu'il faut s'en rendre compte, il faut lire pour voir. Alors, c'est vraiment un roman d'ambiance, d'atmosphère, chose que vous maîtrisez à la perfection. On a les bruits, les intempéries, l'eau, le froid, les lieux sont très, très stratégiques, pardon. Est-ce qu'on peut dire que les intempéries ne sont pas aussi un personnage secondaire, pas principal, mais secondaire? Et il y a aussi, là, vous voulez de dire quelque chose de très intéressant, il a des problèmes cérébraux, ce Thorkild. Est-ce que la folie ne serait pas aussi un personnage secondaire? Yeah, I think you're completely right. Moi, je pense que vous avez tout à fait raison. Le temps, ça fait pleinement partie de la vie dans le Nord. Et je pense que le temps et l'atmosphère, c'est que quand vous vivez là, en fait, cette chose-là, elle est avec vous toute la journée, le temps. Euh, je me souviens, en fait, réfléchir à la topographie, la mer, et quand je vivais à l'endroit où se passe le livre, en fait, et ici, dans le Nord, je crois que le temps, en fait, peut d'une certaine manière donner plus d'écho à ce que vivait le personnage, en fait, et il fallait que le temps soit là. I used to read Et c'est je lisais aussi des livres d'horreur, en fait, quand j'étais plus jeune, et c'est quelque chose que j'adore, en fait. Ce qui se sent aussi, c'est que vous nous mettez sous pression. Parfois, c'est très pesant. Et on a l'impression que vous vous amusez avec le lecteur, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on reconstitue le puzzle de la vie de Thorkild. Est-ce que ça vous a amusé dans la construction de ce roman? Yes, very much. Oui, tout à fait, ouais.
j'aime en fait le fait que Torquil soit pas franchement un narrateur fiable, hein. Ça ouvre en fait beaucoup de champs, de choses sur lesquelles j'ai envie d'écrire, hein. Je j'aime pas, j'avais pas le sentiment que c'était bien si l'auteur écrivait et donc du coup là je me suis vraiment mis dans la peau de Sorkild et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire, ouais. Ça se sent, puis comme l'ont dit vos 2 éditeurs français, il y a beaucoup d'humour aussi. Moi, je voudrais qu'on parle de votre travail, parce qu'à un moment donné, vous citez justement, et vous en avez parlé au tout début, page 88, le Curbac. Alors, le Curbac, c'est un manuel qu'employait la CIA pendant la guerre froide, qui est un manuel de torture psychologique. Est-ce que vous l'avez lu? D'ailleurs, pour nos amis auditeurs, il est disponible aux éditions La Découverte. Je vous suggère d'aller le compulser, ça peut être intéressant. Did you read it? Have you read it? Have you... I read Kubark. Oui, j'ai lu ce Kubark, hein. C'est fascinant comment les agences de renseignement ou les bureaux de renseignement étaient assez peu sophistiqués à l'époque, hein. C'était vraiment de la torture. Et maintenant, ils sont tellement plus, quel est le mot, sophistiqués, hein. Ils vont bien au-delà du physique. Ils travaillent beaucoup sur la torture psychologique, mais c'est quelque chose que je trouvais tout à fait fascinant, ouais. Moi, je pensais pas qu'il était I actually ordered. En fait, il y a 8 volumes d'un livre anglais où tâte en fait des exécutions capitales en fait en Angleterre et donc j'ai commandé ces volumes, hein, parce que ça m'intéresse beaucoup de lire les lettres que ces gens ont pu écrire. Je ne savais pas qu'il était encore disponible en France, donc il est bien disponible aux éditions La Découverte. Un autre aspect aussi de votre travail, alors il n'y a pas de scène de crime à proprement dit, quoi, sans trop dévoiler, mais il y a quand même à la fin une scène magistrale où on assiste à une autopsie sur un cas pratique de noyade, sur un noyé. Comment avez-vous travaillé? Est-ce que vous avez été en contact avec des médecins légistes? Parce que c'est vraiment une scène remarquable. I torture my brother, who's the doctor. Alors en fait, j'ai torturé mon frère, hein, qui est médecin. J'avais tendance à l'appeler sans arrêt, oubliant qu'il avait un métier et je le questionnais sans arrêt. Donc, il a été obligé de me dire voilà ce qui se passait quand on faisait une autopsie. Et j'avais le sentiment que voilà, sur certains aspects de ce livre, je devais m'appuyer sur des experts, hein. J'ai lu évidemment des choses en ligne et puis après interroger mon frère, puis sur d'autres je peux inventer, mais j'ai vraiment le sentiment en fait que la manière dont vous décrivez les choses comme ça les fait paraître plus froides et plus réelles, hein, mieux que si j'avais un peu inventé. Voilà, et voilà, c'est mon petit frère. Alors du coup, c'est assez facile de le torturer pour avoir des infos. En tout cas, amis lecteurs, vous avez un cours magistral de médecine légale en fin du roman et vraiment portez bien attention parce qu'il est vraiment très bien retranscrit. Une autre question, Heine. Quel rapport avez-vous avec le paranormal? Yeah, so all this, what's it called, fairy tales, childhood stories. Voilà tout ce qu'on appelle les contes de fées et les histoires d'enfants, elles étaient plutôt noires. Et quand j'étais petit, ma grand-mère me disait des histoires écrites au début du 19e siècle. Et donc, mon grand-père était un soldat, donc il me parlait de toutes ces guerres avec la Russie, etc. Et tout ça, ça fait partie, en fait,
je crois, du récit norvégien, de l'habitude de raconter des histoires en Norvège, hein. Donc, et puis aussi, on vit dans le noir pratiquement la moitié de l'année, donc ça rend les choses un peu plus effrayantes, hein, et donc, et je crois qu'il y a, voilà, cet aspect-là qui est très présent chez nous. Et si, j'allais en montagne, par exemple, avec, mes amis, ils racontaient des histoires à propos de gens qui étaient morts, et c'est vrai qu'on a, en fait, du surnaturel partout, hein, même encore maintenant. Mais voilà, voilà, les gens, racontent des histoires et on se dit, en raison de l'environnement, qu'on peut comprendre pourquoi il y a cet imaginaire-là et ce surnaturel qui est très présent. Alors, page 171, précisément, vous dites, je vais vous citer, toute vie est entourée d'un champ énergétique que certains d'entre nous peuvent voir et avec lesquels ils peuvent communiquer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Yeah, but it's a Oui, humiliating story. mais c'est une histoire, qui n'est pas très glorieuse, plutôt humiliante pour moi. J'étais avec une amie, une petite amie, et donc on fouinait avec, dans cette maison abandonnée où il y avait en fait, encore, des lits. On a été obligé donc rentrer par la fenêtre, et on était assis là dans cette maison abandonnée, et donc tout d'un coup, j'ai eu cette espèce de crise de panique en fait, et donc voilà, je me suis jetée dans les bras de ma petite amie. Donc c'était ma première expérience de grande panique et effectivement de ce sang énergétique. Et j'écrivais des, romans pour les ados, heu et donc sur environ 1700, et la raison, pour laquelle les gens, croyaient, au paranormal, hein, était assez logique en raison de l'environnement, comme je disais, tout à l'heure, et particulièrement, sur comment nos corps, se désintègrent après la mort, et on peut comprendre, pourquoi, d'où viennent ces choses, hein, et pourquoi elles sont presque, normales. Donc j'ai beaucoup de respect pour cet aspect-là. Je suis, cynique, j'ai tendance aussi, à, pas croire des choses que je ne vois pas, mais en même temps, voilà, je pense qu'il y a des choses, qu'on comprend pas forcément, et je respecte, ça aussi. Surtout sans doute parce que ça permet de construire, énormément de belles histoires. Vous introduisez aussi la lithothérapie. Pourquoi avoir fait un passage sur ça? Est-ce que vous pensez que ce sont des méthodes que les policiers peuvent utiliser aussi quelque part? I just researched it. We have this. Alors en fait, j'ai fait des recherches, et j'ai jamais essayé en fait, hein, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui, faisaient ça. Heu, j'ai fait des recherches pour voir en fait quels étaient les résultats qu'on pouvait atteindre avec ça, et là, je dirais qu'avec le paranormal, on peut, croire ce qu'on veut. Le lecteur peut croire ce qu'on veut parce que c'est quelque chose qui est vu à travers les yeux du personnage, en fait, hein. Donc, j'ai, juste eu le sentiment que ça, rendait, l'histoire plus intéressante, en fait, et évidemment, il est tellement perdu que c'était, Sandkild, quelque part, le client idéal pour le paranormal, hein. Alors, comment vous êtes sorti de cette écriture? Parce que bon, quand vous incarnez très très bien Thorkild, mais bon, comme on l'a dit, la folie est un peu en embuscade, pour reprendre le terme de votre éditeur Pocket. Vous êtes sorti comment? Fatigué, éprouvé, ou c'était un soulagement de quitter cette histoire? Uh,
Well, the first feeling I get whenever Je dirais que à chaque fois que je termine un livre, il y a un sentiment de mélancolie puisque le livre n'est plus le mien. Et au début, quand j'écris, je le fais juste pour moi en fait. Je me dis pas, je pense pas au marketing, à la manière dont le livre va être vendu, mais une fois que j'ai fini le premier jet, je sais qu'il va y avoir beaucoup de travail d'édition, donc il y a de la mélancolie. Je me dis que cette histoire m'échappe et en même temps, j'ai peur du travail d'édition, mais je savais une fois que j'ai fini ce livre que ça allait être une série parce que j'avais le sentiment que j'avais tellement encore à apprendre sur ce personnage en fait et je voilà, je me suis précipitée en fait, vers le second livre en fait. C'est un peu les livres qui rentrent en cycle et quand je commence, c'est un peu, comme, regarder, un film, voilà ou une série et puis, quand ça s'arrête en fait, voilà, vous avez ce moment un peu de déprime jusqu'à la saison suivante, quoi. Et est-ce que Torkild vous a appris des choses sur vous que vous ne soupçonniez même pas? yes, a lot of Oui, beaucoup de choses. first of all, you learn something about D'abord, je crois qu'on apprend des choses sur quelles influences vous vous appropriez comme écrivain. Je dirais que je pourrais juste les noter. Après, il y a voilà, des choses aussi que j'ai prises dans ma propre vie, hein. Donc, je sais quel type de personne je suis. Une des choses que fait Torkild, c'est il essaie, en fait, il est toujours très frontal quand il est acculé, hein. Et je suis un peu comme ça. Je suis pas tellement d'accord, mais en même temps, ma tentation, c'est toujours de réagir quand on m'accule aussi. Heu, donc une fois que, je pense pas à tout ça, hein, quand je fais le premier jet. Mais après quand je regarde, quand on commence à travailler l'édition, du coup, je me dis: ben oui, ça vient de moi, ça m'a permis d'apprendre ça et ça». Alors, une question sur la couverture, je vais la remontrer, la couverture de chez Pocket, je ne sais pas si on la voit bien. Il y a un phare. La symbolique du phare, normalement, c'est un repère. Est-ce qu'il y a une autre symbolique pour vous? Pourquoi avoir choisi un phare comme lieu de perdition, j'ai envie de dire? House on the cover. Why did you no, the cover is the Alors la couverture, heu, je l'ai suggéré, effectivement, heu, au designer, hein, mais ça symbolise bien, je crois, la solitude, que Tandig, ressent et moi, je voulais, vraiment, en fait, qu'il y ait, ce phare et je crois que c'est aussi quelque chose qui permet de regarder, ailleurs donc ça, c'est plutôt bien, en fait, hein, c'est plutôt aussi, salvateur. but if you're ever gonna confront your demons, Lighthouse would be the perfect place. Est-ce que le titre en norvégien est le même ou vraiment la traduction est partie loin de votre titre original? Puisque là, on a Tu me manqueras demain. C'était quoi le titre en norvégien, si vous pouvez nous le prononcer? Jeg skal savne deg i morgen. Ah oui. Yeah. Yeah. Ouais, ouais, tout à fait. Le sens est le même. Mon éditeur était dans un état de panique, en fait. Généralement, voilà, vous avez des mots qui sont mis ensemble avec généralement le mot crime ou le mot sang. Et moi, j'avais cette longue phrase
Et j'aime ce titre, en fait, parce que ça fait écho avec ce qu'est Thornkild. Il lui manque quelque chose qu'il n'aura jamais. Et quand il doit résoudre, en fait, ce cas, en fait, il faut qu'il aille de l'avant et c'est ce qui lui permet de rester vivant. Et donc, j'aime beaucoup le titre, hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un titre très, très cool, je le conçois. Alors, avant de passer aux questions des auditeurs, je vais poser une dernière question. Quel lecteur êtes-vous, Heine? Quelles sont vos influences littéraires? So I used to read everything Alors, because j'étais un grand lecteur parce que je viens en fait de ce petit endroit et c'est un endroit où on parle pas beaucoup de littérature. Mon grand-père était un soldat et il lisait de la littérature de guerre, donc je lisais ça. Ma grand-mère lisait voilà, des romans policiers faciles en fait, hein. Je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais et je lisais ça. Ma mère lisait ces stories et ces histoires aussi. Et mon père lisait un type qui s'appelle Michael Fernhurst et qui racontait des histoires d'animaux, hein, normalement sur les ours. Et je lisais en fait ce qu'il y avait à la maison, hein, et c'est quelque chose qu'on voit dans mes livres en fait, hein. Je lisais pas seulement de la littérature avec un grand L, je lisais tout. Et mes préférences, c'était plutôt les histoires d'horreur ou d'épouvante et puis les romans policiers. Et je fais toujours en fait ce que je faisais quand j'étais enfant. Là, je lis la première phrase et si la première phrase est intéressante, je lis, je termine le bouquin. Et voilà, je pense que tout ça nourrit mon écriture, quoi. Et est-ce que des auteurs comme Mankell, Indridason… What about Mankell? What about Indridason? You know, all those famous Nordic, sorry. yeah, I read a lot of them. André Bjerke. Beaucoup en fait, hein. J'ai un auteur favori qui écrivait dans les années 40, mais moi, je n'ai pas saisi son nom. Nesbo, Sturluson. J'ai sans doute lu la plupart d'entre eux, hein, au cours des années. C'est difficile, en fait, quand vous êtes écrivain vous-même. Il faut quelquefois abandonner des choses qu'on adore. C'est-à-dire que je lis tellement de livres sur ce sur quoi j'écris que évidemment voilà, quand j'ai fini de travailler je suis fatiguée, donc souvent j'écoute des podcasts, je vais marcher, voilà, donc d'une certaine manière lorsque je suis devenue écrivain j'ai perdu du côté lecture, hein. Voilà, et avec mon frère, on s'offre des livres un peu étranges pour nos anniversaires. Donc, c'est ce que je lis principalement maintenant, très occupée que je suis par l'écriture. Est-ce que vous avez lu des auteurs français dans le domaine policier? Yes, actually, one of my Oui, favorites. là, alors je vais essayer de trouver le titre anglais de l'un de mes romans policiers favoris. Alors, Les Rivières pourpres. Granger. Yeah, Oui. yeah. Jean-Christophe Granger. Okay. Bon choix. Yeah, it was made into a film. Ça avait été adapté au cinéma aussi. J'ai adoré ce livre en fait. Et et Fred Vargas aussi. Yeah, and isn't the one who wrote this, what's it called, the girls' names? They're not kind of recent. It's like a trilogy. Est-ce que c'est elle?
Est-ce que c'est elle qui a écrit une trilogie, en fait, qui a le nom d'une femme, Nathalie? Non, là, Un livre absolument formidable. Pas Fred Vargas, mais je suis en train de chercher. Là, comme ça, je ne vois pas, mais je vois que Frédéric est là, donc je vais chercher. Okay, yeah, but I have vous le dis. Paul Derrière. That's another one. He wrote these thick books. C'est pas Guerrier qui a écrit des livres très épais. Je suis vraiment très, très mauvais avec les noms. J'oublie les noms en 2 minutes, hein, en règle générale. Pas grave. Quand on rentre dans le... Quand on rentre dans... And when I was younger, my favorite book was... Plus jeune, mon livre préféré, c'était allez. Yeah, it's like 12 books or something. Il y a 12 bouquins, voilà, 12 volumes. Ah. Eh bien, la première question, ça va être ça, justement. Est-ce que vous pourriez écrire 12 volumes avec un héros récurrent, comme le fait Fred Vargas, finalement, avec le commissaire Adamsberg? I said to myself when I began this. Quand j'ai commencé en fait cette série, je me suis dit que j'arrêterais le jour où j'aurais le sentiment de vraiment le connaître à fond. Alors, je ne sais pas combien de livres seront nécessaires. J'ai peur en fait d'être l'un de ces auteurs qui trouve en fait toujours une histoire qui permette d'utiliser mon personnage. Et je me suis dit, voilà, quand je le connaîtrai suffisamment, j'arrêterai d'écrire sur lui. Et vous seriez capable de faire comme Agatha Christie, de le tuer comme elle a tué Hercule Poirot? No, Agatha Christie is... Non, Agatha Christie est bien au-dessus de moi et ses histoires sont incroyables et j'adore ses personnages en fait. Hein. Est-ce que je pourrais tuer Thorkild? Ça paraît tellement bizarre, hein. Je dis ça tout le temps, mais ça ne dépend pas de moi. Parce qu'en fait, c'est lui qui se déplace en fait, de manière naturelle dans les stories. Donc, c'est lui qui va décider. Avec cette histoire de anti-héros, vous me faites penser à Vortigern avec Un privé à Babylone de Richard Vortigern. Bob Dylan. Yeah. Dylan, c'était l'artiste préféré de mon père. Et je lisais cet Américain des années 60 qui avait des anti-héros. J'adorais ça, en fait. J'envoie à Pascal le nom de l'écrivain dont je viens de parler. J'avais déjà dit Richard Vortigern, mais je vais répéter. D'accord. No, what's it called? What did you say it was called? C'est un homme très drôle, souvent dans ce livre-là, justement, est complètement un anti-héros. C'est à ça que m'a fait penser votre livre. Alors, I love getting tips of new books. Yeah, there it is. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. J'adore trouver des nouvelles idées. Vous allez vous sentir proche. No, I haven't. Eh ben, il n'a pas lu Richard Vortigern. Ah, voilà. Alors, for a Christmas wish. Voilà, il va l'inscrire sur sa liste de Noël. Alors, on a un internaute qui nous dit « Je ne suis pas fan de polar, mais j'avoue que ma curiosité a été piquée au vif. » Il faut dire que l'enthousiasme d'Aurélien, donc de son éditeur, a largement contribué à avoir envie de le découvrir. Well, thank you very much. Ce n'est pas une question. Comme je disais,
voilà, c'est pas ma spécialité en fait d'arriver à construire des romans d'intrigue. Hein. Les gens me disent que je suis différent, donc voilà, j'espère que monsieur, madame, quand vous lisez mon livre, vous ne soyez pas déçus. Voilà, j'ai un peu de mal aussi avec les étiquettes en fait d'une certaine manière. Ben justement, comment vous avez décidé, c'est une question de Laura, comment vous avez décidé d'aller vers le polar? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas décidé et finalement, quand vous avez commencé à écrire, ça a paru évident? Parce qu'il y a quand même une manière d'écrire à l'envers qu'on utilise assez peu finalement dans la littérature classique. Is the question how I write my novels? Yeah, the thing is, I started writing. Alors j'ai commencé en fait par des polars et après ces 70 pages, j'avais vraiment l'impression en fait que j'étais encerclée, donc j'ai mis le livre de côté. Et voilà, j'écrivais aussi sur un homme dans ses 40 ans. Et puis, j'ai mis ça de côté et j'ai écrit d'autres genres. Et j'écrivais en fait ces livres pour les adolescents. Hein, et il y a tellement de liberté dans ce domaine-là, en fait. Et il faut en fait, parce qu'il n'y a pas de liberté dans ces romans pour adolescents, il faut que chaque point, chaque élément soit juste. Et en fait, j'avais besoin de temps pour écrire dans plus de liberté. Et quand j'ai recommencé avec ce livre dont j'avais écrit que 70 pages, hein, et là, je me suis mis à écrire du polar. J'essayais de sortir, voilà, j'aime ne pas être cantonnée à un seul genre en fait. Hein. J'avais pas envie non plus d'avoir un enquêteur en fait, un enquêteur classique. J'ai vraiment besoin d'espace. C'est ce que j'ai appris sur moi. Et à partir du moment où je sens un espace ouvert, mais comme je l'ai dit, en fait, il y a tellement de sous-genres qui sont supposés et j'ai trouvé en fait mon chemin en cherchant le chemin de la liberté. Alors Léo voudrait savoir comment vous travaillez. Est-ce que vous avez un grand mur avec des choses posées dessus avec les personnages? Est-ce que vous avez déjà écrit la fin avant d'écrire le milieu? Comment ça se passe? Let me first say, nobody should take lessons from how I write. Alors, je pense que voilà, la manière dont j'écris ne peut absolument pas constituer une leçon pour qui que ce soit. J'ai pas grand-chose en fait quand je commence à écrire. Voilà, je veux en fait mettre mes personnages au défi sur un certain nombre de choses. J'ai une intrigue de base et voilà, je dis pas là je fais ça, là je fais ça. Je suis l'histoire en fait. Et peut-être que j'utilise 6 mois de plus que les écrivains classiques parce qu'il faut que je revienne en arrière. Et d'un côté, c'est très libérateur de laisser où est-ce que l'histoire vous emmène. Et j'ai
très peu en fait d'informations. Et j'ai un collègue qui me dit que c'est presque de la folie d'écrire comme ça. Et c'est la manière dont j'ai commencé à écrire, hein, et je continue. J'ai des piliers en fait, hein, mais voilà, si le comportement en fait de mon personnage m'entraîne ailleurs, je vais le suivre. Et quelquefois, bien sûr, ça implique de faire des allers-retours, de revenir en arrière. Je me définirais pas comme un professionnel, en tout cas en termes de prévision. Vous illustrez parfaitement les propos d'un prof de théâtre qui disait « Il faut prendre la voix qui vous fait le plus peur et le plus envie ». Yeah, that's exactly it. Ouais, c'est tout à fait ça, et c'est ce que je fais, ouais. Et si je sens que je dois aller dans une direction, j'y vais. Et voilà, et je me dis, voilà, là, avec toute cette matière, mais en même temps, c'est quelque chose de très excitant. C'est comme regarder votre film favori, hein, et je prends beaucoup de plaisir en écrivant. C'est-à-dire, je travaille, puis il y a plein d'idées qui fusent comme ça. Et d'une certaine manière, je suis toujours impatient de voir ce qui se passe après le prochain tournant, hein. Et donc, il y a ça, quoi. Je suis vraiment très heureux quand j'écris. Vous racontiez des histoires à vos copains quand vous étiez petits et vous leur faisiez peur? Yeah, and I also have a. Oui, et puis j'ai aussi quelqu'un qui a fait des recherches généalogiques, et il a retrouvé quelque chose sur un ancêtre des années 1800. C'était un marin, et c'était quelqu'un qui était connu pour raconter des histoires de fantômes et de meurtriers. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est dans mon sang. Il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent du nord de la Norvège, et pas beaucoup de livres qui sont écrits en fait au début du 19e siècle par des auteurs qui viennent du nord de la Norvège. Mais en même temps, c'est des endroits où raconter des histoires est complètement naturel en fait. Les gens savent comment raconter une histoire, ils savent tout à propos des dénouements aussi. Et puis des intrigues. Et je me souviens de mon grand-père qui racontait des histoires. Mon père racontait des histoires de fantômes, hein, et c'était comme un univers à part en fait. Vous êtes encore accompagné par les esprits. Alors, je vais vous faire un petit scoop quand même, parce qu'il faut que vous le sachiez. Vous avez eu comme libraire intervieweuse une femme qui est criminologue aussi. Elle est toute rouge du coup. Mais je lui avais dit. C'est pour ça qu'elle vous a posé ces questions très, très précises sur votre livre. Et elle adore le polar. Voilà, moi, je vous remercie énormément, Anne, pour votre interview et pour ce livre que j'espère va avoir beaucoup de succès en France, qu'on remonte. Tu ne me manqueras demain. Et je laisse la parole à Nathalie. Alors, je voudrais, avant d'oublier, remercier, il y avait des librairies partenaires parce que les libraires vous aiment beaucoup à une baguette. Il y avait la librairie Place Ronde à Lille, il y avait la librairie Le Coin des Livres à Davézieux, il y avait la librairie Le Cadran Solaire à Riom et la librairie Martin Delbert à Agen, donc un peu disséminée dans toute la France. Moi, je voulais vraiment vous remercier d'avoir été avec moi ce soir et d'avoir répondu à toutes mes questions, même si elles étaient précise. J'engage tous nos amis lecteurs à aller en librairie chercher Tu me manqueras demain, sorti aux éditions Pocket. Avant de vous laisser le mot de conclusion, ce soir, c'était la dernière rencontre de l'année. On se retrouvera le 5 janvier pour le lancement du livre de Gabriel Filto-Shiba pour son roman qui s'appelle Sauvagine aux éditions Stock. Donc, Aine, je vous laisse le mot de conclusion.
Thank you very much for having me on this podcast. Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'espère voilà, que vous prendrez plaisir à lire mon livre. Et puis, évidemment, je vous souhaite à tous un bon Noël. Merci. Encore un grand merci à Pascal Fougère pour cette traduction simultanée parfaite comme d'habitude et aux éditions Pocket. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et de belles fêtes de fin d'année et un joyeux Noël un peu en avance. Au revoir.